faire en sorte de vous donner un maximum de choses que je sais sur ce que je vais vous raconter ce soir, c'est-à-dire comment vous pourriez devenir ou comment vous êtes déjà et comment vous pourriez progresser pour devenir davantage un conférencier remarquable et mémorable. Alors pourquoi j'utilise ces termes tout d'abord? La grande majorité d'entre nous, je pense que si nous intéressons, si vous vous intéressez à la conférence, vous avez une idée du fait que vous devriez être remarquable. Et vous avez peut-être aussi une compréhension de pourquoi vous devriez être mémorable. La seule chose, c'est que des fois, on ne distingue pas les deux mots. Il y a des gens qui font en sorte d'être mémorables à leur entrée, mais pas à leur sortie. Alors, le plus important, c'est d'être mémorable à la sortie. De ce que les gens se rappellent plusieurs jours après ce que vous avez dit et pourquoi vous l'avez dit, comment ça va changer des choses, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre. Donc ça, c'est une partie des choses dont on va discuter ce soir, c'est comment on fait pour être mémorable. Et enfin, pour l'avoir vécu un certain nombre de fois, j'ai fait beaucoup de conventions en France et à l'étranger, où je voyais entre 10, 20 conférenciers par jour, pendant plusieurs jours, et je me posais toujours la question de ceux qui m'avaient marqué 3 jours après. Donc je prenais des notes, et 3 jours après, certains, j'étais obligé de relire pour même me rappeler que je les avais vus. Comme quand on a vu beaucoup de films, quels sont les films qui nous marquent? Et évidemment que ça peut être lié à votre histoire, ça peut être lié à ce que je vis, mais ça peut être aussi lié à la construction. Ça peut être lié à comment nous avons construit les choses pour qu'elles soient mémorables. Donc, je vous parlerai de ça. Et puis, je reviens sur la notion de remarquable. Remarquable, c'est pour moi une entrée. Qu'est-ce qui fait qu'on vous remarque? Et remarquer, ce n'est pas pour autant faire n'importe quoi pour être remarqué. Donc, il va falloir que ce soit aussi adapté, cohérent à votre discours, à votre plan, je dirais, à la fois de branding, si c'est quelque chose de cet ordre-là, de lier à la manière dont votre marque, si votre nom est déjà une marque, ou si votre concept ou vos idées sont une marque, si vous voulez davantage que les gens vous retiennent, parce que la majorité d'entre nous, on veut être entendu, on veut être écouté, entendu, et puis on voudrait que les gens fassent quelque chose après nos conférences ou après nos prises de parole. Eh bien, comment vous allez donc avoir de l'impact dans votre conférence? Donc ça, c'est les sujets que moi j'aimerais traiter ce soir, et puis pas mal d'autres choses. Mais je vais commencer tout simplement par ça. Je me suis posé la question de, en fait, comment je fais pour écrire? Comment je fais pour écrire ce que moi j'appellerais une bonne conférence? Comment je fais pour que, en fait, les gens, quel que soit mon état interne, quelle que soit je dirais, ma capacité sur scène, fait en sorte que même si je vous donnais à lire ma conférence, vous l'aimeriez. Ça, c'est une construction et ça se construit comme un scénario. Et le danger, c'est de ne pas comprendre que je dois scénariser. Donc la première chose, c'est dans un contexte qui est particulier, le nôtre actuellement, là, qu'est-ce qui fait qu'en fait, en tant que conférencier maintenant, vous allez sortir du lot? Ou on va continuer à vous appeler? Ou bien, tout simplement, on va s'intéresser à vous alors qu'il y a un climat anxiogène, que beaucoup de conférenciers se posent la question de comment ils vont continuer à vendre, comment ils vont fonctionner, en tout cas pour les 6 prochains mois ou les 12 prochains mois. Qu'est-ce qu'il faudrait que je change? Est-ce que je dois passer dans un format e-conférence, dans du e-learning ou dans du webinaire? Est-ce que je dois avoir préenregistré des séquences? Est-ce que je dois mettre du sketch note? Est-ce que je dois mettre du contenu un peu différent? Est-ce que je ne vends pas la même chose dans ma conférence? Enfin, toutes ces questions, on peut se les poser. Mais la première chose pour moi, c'est est-ce que je prends conscience du privilège que j'ai d'être sur scène, d'être écouté là maintenant? Est-ce que je peux prendre conscience que j'ai une chance énorme d'être un leader d'opinion et que ce leader d'opinion va pouvoir être entendu? Donc, j'ai un devoir de faire en sorte qu'il soit entendable, qu'il soit mémorisable, qu'il soit remarquable. C'est de ça dont j'ai envie de vous parler. Alors, pour faire simple, pour ma part, je me suis aperçu qu'il y a 5 grandes étapes, en tout cas, ces 5 grandes étapes que moi j'utilise, je vous les propose. J'en ai inventé une partie, d'autres que j'ai pompées à droite à gauche, d'autres à la suite de mes lectures. J'ai trouvé des systèmes, j'ai trouvé qu'il y a des gens qui ont écrit déjà sur comment on doit écrire une conférence, donc je me suis inspiré aussi de ces auteurs pour écrire mes propres conférences. J'ai d'autres écrits, j'ai écrit des livres.
Donc tout ça, ça m'a servi dans l'apprentissage. Mais le premier point, qui paraît assez évident, c'est que si vous voulez progresser là-dedans, il va falloir que vous ayez une bonne conférence. Certains diront une conférence béton, une conférence exceptionnelle. Oui, c'est évident, mais comment on fait pour construire ça? Comment on fait pour qu'elle soit effectivement exceptionnelle, qu'on s'en rappelle longtemps après, que vous puissiez avoir un impact durable? Alors pour moi, c'est la première chose que je fais. Je suis un créatif, donc je n'ai pas de difficulté à avoir des idées. Mais je vais faire comme si j'en avais. La première chose, c'est que je fais foisonner. Exactement comme dans le processus de quand je soulève de la terre, eh bien, la surface à l'extérieur va être supérieure à la surface intérieure, c'est-à-dire que la terre foisonne. Et le but, c'est de faire venir d'autres idées, ne pas prendre une seule veine, prendre des idées, prendre des idées, prendre des idées. Donc, je cherche à faire foisonner sur un thème que j'ai décidé d'écrire. Je ne sais pas, là, j'ai mis un arbre derrière moi, admettons, je veux écrire sur la nature. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire? Et je ne me contrains pas, je fais un exercice de foisonnement. Et donc, dans ce processus-là, je peux écrire, 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 sans chercher à mettre des phrases, juste à mettre des idées. Le but, c'est de faire naître des idées et une idée en amenant une autre. Évidemment, comme dans un processus de brainstorming, je note, mais je ne porte pas de jugement. J'essaie juste d'être dans le processus de foisonnement. Quand je l'ai fait une fois, je le refais une deuxième fois. C'est-à-dire que la deuxième fois, je repars à zéro. Je ne repars pas avec mes notes. Je les laisse de côté. Je fais ce processus 3 fois. Au bout de 3 fois, j'ai à peu près 250 idées autour du sujet. Alors des fois, dans les 250, il y a et ça se recoupe. Je n'ai pas 250 thèmes, mais j'ai 250 idées qui peuvent être des petites branches ou des grands troncs, ou bien des grosses branches, ou bien des feuilles, si je reprends la métaphore de l'arbre. Et donc, dans ce foisonnement, ensuite, j'ai plus qu'à faire une chose, c'est commencer à trier. Trier pour essayer, alors là, j'utilise des post-it de couleurs pour mettre des thèmes. Et donc, je commence à avoir 3, 4, 5, 6 thèmes, des fois, sur un sujet donné. Et de ces thèmes, j'essaye de les réduire à 3. Comme je suis plutôt un généreux, comme j'ai tendance à en mettre un peu trop, j'ai du mal à arriver à 3, pour ma part. Je suis souvent à 5. Mais j'essaie de me dire, descends à 3. Et j'essaie de rester dans un processus dans lequel je ne dépasse pas 3 thèmes. Parce que le grande erreur que la majorité des conférenciers que je vois font, c'est qu'ils disent trop de choses. Ils veulent dire trop de choses. Et donc, on se perd. Donc, à la fin, si je veux revenir au point tout à l'heure que j'avais donné, qui est mémorable, je ne serai pas mémorable parce que je ne sais pas ce que les gens vont retenir. Vous savez qu'en majorité, les gens retiennent moins de 20% de ce que vous dites. Sauf si vous allez utiliser des processus particuliers de mémorisation, de respiration, on va dire, de votre contenu, pourquoi pas même d'hypnose, enfin, en tout cas, des processus pour que les gens retiennent. Mais ils retiendront jamais 100%. Donc, est-ce qu'ils retiennent les virgules et les points, les vannes que vous avez dites, ou est-ce qu'ils retiennent l'essentiel? Comment savoir ça? Eh bien, vous allez donc procéder pour faire ça. Et donc, en prenant que 3 thèmes, vous avez une chance de pouvoir les répéter. Donc, premièrement, vous allez utiliser un processus de répétition dans lequel peut-être vous allez expliquer une fois comme ça, puis une fois dans l'autre sens, puis une autre fois autrement. Moi, j'appelle ça la technique millefeuille. J'ai un processus de répétition. Et je ne pars pas du principe que vous avez compris la première fois. J'essaie de trouver un autre moyen pédagogique plus peut-être, si le premier était sérieux, plus fun. Je raconte une histoire quand j'avais donné une anecdote, quand j'avais donné une théorie. Je valide différents processus pédagogiques d'apprentissage. Donc je reviens, je foisonne, je fais un tri. Une fois que j'ai fait ce tri, par post-it, je crée des thèmes. Une fois que j'ai ces 3 thèmes principaux, je remarque si aussi il y a des courants. C'est-à-dire comme une sorte d'énergie qui commence à se mettre en œuvre. Et une fois que j'ai fait ça, je crée un ordre. Par ordre, je devrais commencer par quoi? Et en écrivant cet ordre, ça m'autorise aussi à scénariser émotionnellement. Je commence à ressentir émotionnellement ce que j'ai à dire. Si comme ça marche mieux. Comme ça marche mieux. Et moi, je suis un visuel, donc j'ai tendance à visualiser. Et je suis aussi un gustatif, donc j'ai tendance
comme si je me les mettais en bouche. Je me dis non, ça c'est pas un plat qui va avec ça. Ça m'autorise à aller rechercher un autre thème. Ou bien tout simplement à utiliser des techniques de scénarisation habituelles. Par exemple, beaucoup de gens m'expliquent des faits et ils me les racontent d'une manière linéaire. Comme si, comme un enfant qui raconte, quand il ressort de l'école, il dit qu'est-ce que tu as fait? Il me raconte à 8h45, j'ai fait ça, à 47, j'ai fait ça, à 50. Et en fait, vous attendez qu'une seule chose, c'est de dire s'il me raconte ça jusqu'à midi, on va revivre 4 heures. Ça va être pénible. Donc le processus, c'est de pas raconter ça. Donc l'intérêt, c'est comment je fais un flashback, comment j'autorise quelque chose de l'ordre du j'ai oublié de vous dire un truc. Dans cette scène, et puis là, je scénarise, je crée un personnage, et ça va être des astuces. On va voir comment on met ça en scène. Mais c'est ça le processus de scénarisation. Je commence à créer un ordre dans lequel je sais que ça marche mieux. Donc, je vous donnerai quelques techniques de à quoi je sais que ça marche mieux. D'accord. Le troisième chose que je fais, je crois que c'est tout dans les trois premiers points. Et en plus, après, je mets tout ça sur un tableau blanc. J'ai un grand tableau blanc sur un mur, mais je pourrais le faire au sol. Avant, je le faisais au sol, dans mon bureau. Et je mets ces post-it partout, avec ces couleurs dont je vous parlais, avec ces différents thèmes. Et j'essaye de voir si les couleurs émotionnelles que j'ai mis fonctionnent entre elles. Par exemple, je vous fais un basique, mais si j'étais dans un film d'action, il n'y a que de l'action, ça fatigue. S'il y a un film de romance, ils font que s'embrasser, bon, peut-être que j'ai envie de voir autre chose. Donc, il faut que je crée des personnages. Donc, c'est là que le storytelling va être essentiel. Et donc, je vais storyteller, si vous m'autorisez le terme, certaines parties. Et soit j'utilise ma propre histoire, ma propre expérience. Voilà, est-ce qu'elle est riche? Est-ce qu'elle est riche d'enseignements? Ou je vais utiliser des anecdotes. Moi, je suis conteur, alors je raconte aussi des histoires. Donc, je vais utiliser des contes. Pour certains d'entre vous, vous pourrez juste utiliser aussi des études, puisque vous avez des contenus avec des études. Pour d'autres, je ne sais pas, il y a des statistiques. En tout cas, tout ça vont faire partie de vos contenus. Et donc, je vais définir de l'argumentation comme quelque chose d'assez structuré. Qu'est-ce que je suis en train de dire? À quel moment je suis en train de le dire? Et au fur et à mesure que je construis cette structure, je commence maintenant à me dire, comme dans un relais, comment je fais les liens. Et les liens, ce sont vos effets. Un effet, c'est par exemple de faire semblant de réfléchir. Alors, quand je vous dis ça, en même temps, je suis en train de me poser la question, et en fait, je ne me pose pas la question, c'est déjà scénarisé, je sais déjà que je vais faire ça. Donc, c'est une astuce que j'ai de comédien, de mise en scène de mon idée. Mais ça peut être tout simplement aussi de mettre une anecdote, de mettre à ce moment-là une slide, enfin une diapositive, une photo, quelque chose qui fait passer d'une idée à une autre. Peut-être une blague, peut-être une petite vidéo, peut-être une musique, je ne sais pas. En tout cas, il faut trouver des effets pour faire des liens. Et le danger, c'est de vouloir tout dire. Exactement comme dans un film, il y a des ellipses par moments qui sont intéressantes. Il y a des astuces. Par exemple, je vous donne un effet que j'utilise souvent dans mes conférences. Je vais dire dès le départ, j'ai 4 points. Et je voudrais vraiment que vous reteniez les 4 points, mais je vais en citer que 3. Immanquablement, quand j'arrive aux questions-réponses, c'est le 4e point, c'est quoi, Hervé? Et je veux juste ça. Je veux juste qu'il soit super attentif, que dans la tête, il s'est dit plusieurs fois, j'ai dû rater un point. Et je pose la question, et souvent je la réponds, je dis merci de me l'avoir posé parce que j'avais vraiment besoin de vous le dire, le 4e point c'est ça, et effectivement je le donne, ou bien il n'y en a pas. Et je dis il n'y en avait pas, c'était juste pour être sûr, je me suis amusé avec vous, merci monsieur, et j'espère que vous accepterez que j'ai utilisé ce stratagème pour augmenter votre attention. Et je vais jusqu'à dire ça. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a plein de techniques possibles, l'intérêt c'est de savoir les doser, de vous amuser, est-ce que vous êtes à l'aise avec ce que je viens de dire? Peut-être pas. Donc, vous avez besoin d'être avec votre style. Donc, je finis sur le 5e point qui est toujours, on est dans la première étape de l'écriture de la conférence. Eh bien, je commence à visualiser, je mets un document, que là, si on avait à partager l'écran, je ferais ça, je vous montrerai des slides de ma conférence. Mais je n'utilise pas, loin de là, les slides d'une manière systématique. Est-ce que ça apporte quelque chose, en l'occurrence?
Par exemple, quand je fais des conférences sur les arbres, ben, je vais mettre cette slide-là, par exemple, pourquoi pas. C'est tout ce que je vais faire. Il n'y aura pas d'autre. Et le reste du temps, il y aura un fond noir. Pas un fond blanc, parce que si vous mettez un fond blanc, ça attire l'œil et les gens regardent le fond blanc au lieu de vous regarder. Donc là, il faut une slide noire ou un effet que vous pouvez avoir avec votre Zapet. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a des Zapet qui mettent un fond noir et ça vous permet de passer en fond noir. Mais le but, c'est à ce moment-là que c'est vous la personne qui est importante, hein, parce que la majorité des gens ne sont pas toujours, en France, on n'est pas toujours à l'aise avec le fait de se montrer. Mais si les gens viennent, ils viennent pour votre sujet peut-être, mais une fois qu'ils sont là, ils viennent pour vous. C'est exactement comme si vous allez voir une pièce de théâtre parce que vous aimez cette pièce de théâtre. Vous ne connaissez pas encore les acteurs ou les actrices, mais à partir du moment où ils jouent, vous avez besoin de vous intéresser à eux, à elles. Et donc, si vous vous retirez, si votre contenu est plus important que vous allez être oublié. Peut-être que ce n'est pas important pour vous, en fonction de votre rôle. Mais si vous êtes conférencier, ça serait bien qu'on ne vous oublie pas. Parce que une partie de la légitimité de votre contenu, c'est vous. Si vous n'êtes pas légitime, vous ne sentez pas légitime, si vous vous sentez un imposteur, par exemple, c'est un des syndromes possibles, eh bien, votre contenu aussi sera partiellement illégitime, partiellement non reçu, partiellement non entendu. Donc, je reviens, vous avez ces 5 étapes et sur lesquelles vous allez décider ensuite si vous allez mettre ou pas. Alors moi, je vais jusqu'à scénariser des choses comme sur une scène. C'est-à-dire qu'est-ce que je mets une chaise? Est-ce que je mets une table? Est-ce que je mets un objet? Est-ce que je vais utiliser le public? Comment je vais jouer avec le public? Est-ce qu'il y a des temps avec le public? Moi, j'adore ça. C'est une partie des choses que je fais, c'est descendre dans la salle, discuter avec les gens, prendre quelqu'un sur scène, lui faire vivre une expérience. Ça, c'est mes trucs à moi, c'est pas obligatoirement les vôtres. À un moment donné, vous devez prendre conscience de qu'est-ce qui va vous faire gagner en puissance. Est-ce qu'un objet vous aide? Comme dans une pièce, ça devrait être possible. Vous avez une scène, il faut savoir la mettre en œuvre. Alors, le dernier point aussi, c'est de valider ma sortie. J'ai validé mon entrée pour qu'elle soit remarquable, je valide ma sortie pour qu'elle soit mémorable. Donc, il est hors de question, je vous le redis, hors de question, que vous n'assumiez pas un potentiel standing ovation. Ça veut dire que vous n'avez pas obligatoirement créé, oui, c'est facile de le faire, je pourrais vous donner des techniques pour être sûr que les gens se lèvent et sûr que les gens vous applaudissent à la fin. Pour autant, votre conf ne sera pas obligatoirement mémorable. Elle sera agréable pour vous, ça flattera votre ego, ça fait du bien de temps en temps. Alors, je ne suis pas contre ça. Pour autant, si vous êtes sur scène, il faut que vous acceptiez. Vous voyez, si un comédien, à peine où on l'applaudit, il part, il y a un problème. Donc, il faut que vous acceptiez votre effet jusqu'au bout. Parce que rester, c'est dire merci. Et dire merci, c'est ce moment d'échange et de gratitude qu'on a l'un avec l'autre. Vous et votre auditoire. Vous et chacun qui a vécu quelque chose. Parce que même si par moment, vous avez peut-être pensé que c'était vous le héros, c'est votre public. Le héros, c'est celui qui vit la plus grande transformation. Donc, c'est lui qui doit vivre la transformation. C'est lui qui est venu, c'est lui qui doit vivre cette transformation. Comment vous allez l'amener à se transformer à côté de vous? Donc, peut-être que par moment, ce sera par projection avec ce que vous vivez, qui les aide à le vivre, par un processus émotionnel, par un processus de neurones miroirs, par un processus de faire venir quelqu'un sur scène pour que davantage encore on soit impliqué dans la salle. Il y a plusieurs processus pour ça. Mais le héros, c'est votre public. Donc, ça ne va pas être du moi-je. Et si c'est du moi-je, il doit y avoir une posture d'humilité pour que l'autre rentre dedans. Si vous êtes que le sachant, vous allez être fatigant. Hein. Je l'ai été, j'ai fait ces erreurs, donc je vous déconseille de les faire. Après, vous faites ce que vous pouvez. Je reprends. Donc ça, c'est les 5 premières étapes dans l'écriture. Okay. Une fois que j'ai avancé dans mon écriture, je vous disais qu'il y avait 5 étapes pour devenir ce conférencier. La première étape, on a juste fait la première, c'était la plus longue pour moi parce que je voulais vraiment vous donner du fond là-dessus. La deuxième étape qui est pour moi fondamentale, je n'ai pas le temps de voir tous les trucs avec vous, mais la deuxième, c'est trouver votre style. Et ça, c'est vraiment pas la truc la plus évidente. Je me suis aperçu que beaucoup de conférenciers n'ont pas de style.
Demain matin, ils font ça. Après-demain matin, ils font encore autre chose. Ils n'ont pas de style. On ne sait pas comment les cataloguer. On ne sait pas quoi dire d'eux. Donc, en conséquence, pour se marketer, ça va devenir difficile. Il faut qu'il soit associé à un style. Trouver son style, c'est trouver cette authenticité intérieure qui va vous donner la puissance de faire quelque chose. Et pour moi, ça, c'est un point important. J'aimerais d'ailleurs que tous ceux qui ont un style, vous m'écriviez comme ça dans le chat, j'irai regarder tout à l'heure, tous les trucs top que vous avez trouvés sur vous. Qu'est-ce que vous diriez de vous? C'est quoi votre style? Par exemple, quel type d'humour j'ai? Comment je me présente sur scène? Est-ce que comment je suis habillé? Est-ce que je suis habillé comme ça? Est-ce que je viens avec un style particulier? Et est-ce que ce style me convient? Donc, il y a beaucoup de gens, moi, que je vois passer parce que je forme depuis assez longtemps maintenant des conférenciers. J'aide des conférenciers à devenir meilleurs. J'aide des comédiens, j'aide des politiciens, j'aide beaucoup de gens à la prise de parole. J'ai organisé depuis 30 ans, enfin depuis 86 maintenant, ouais, ça fait un petit bout de temps, des concours d'éloquence. Et donc, j'ai aidé des gens à être sur scène. Et j'ai vu à quel point certains ne sont pas clairs avec leur style. Ils ne savent pas leur puissance. C'est un peu comme une comédienne ou un comédien qui vient sur scène et dès le départ, waouh, super, voilà, il y a quelque chose qui se produit. Bah, si cette personne ne sait pas, c'est dommage. Elle n'utilise pas son atout. Si votre truc, c'est votre voix, vous avez une voix, vous savez l'utiliser, c'est dommage si vous ne savez pas l'utiliser. Si maintenant votre truc, c'est les histoires, votre truc, c'est les constructions, vous avez des trucs alambiqués, mais on est dedans à chaque fois, on se fait avoir. Je ne sais pas. Si c'est ça, vous devriez le savoir. Donc, trouvez votre style. Ça peut être dans l'écriture, ça peut être dans la mise en scène, ça peut être sur la scène, ça peut être dans l'humour, ça peut être dans le jeu, ça peut être dans la manière dont vous jouez avec le public, ça peut être beaucoup de choses. Trouvez votre style. Et ça prend un peu de temps. Ça demande aussi de se regarder, pas dans le sens de se regarder dans un miroir, mais peut-être d'accepter de s'écouter pour entendre des choses, essayer de corriger les choses que vous n'aimez pas, s'accepter davantage pour aller davantage, et demander aux autres. Demander. Beaucoup de feedback m'ont aidé à mieux comprendre mon style, des choses que je savais de moi, mais des choses que je ne valorisais pas toujours. Donc j'ai pris du temps à demander ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape, trouver son style. La troisième étape, en fait, je voudrais m'arrêter un peu de parler. Et puis, je voudrais déjà, alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont conversé dans le chat. Mon style, c'est chapeau, costume et pochette rouge. Merci, Alain. Moi, dans mes styles, souvent, j'utilise le gilet, j'utilise pas le costume complet, et en fonction du sujet, j'utilise des ustensiles. Donc, je m'amuse avec ça. J'utilise beaucoup la salle, je raconte beaucoup d'histoires. Et vous, c'est quoi? Je veux bien vous lire là. Je cherche. Ok, humour à la québécoise, dit Alexandre. Impro, cynisme, punk, dit Théo, d'accord. Allez-y, allez-y. Je suis sûr que vous avez tous un style. Et le but, c'est Oui. Sophie, le mouvement, je ne reste pas en place. Ok. L'imitation, dit Patrick. La chute libre, ok, ça peut être sympa aussi. Merci, Arbitre Général. Mon style, c'est l'envie d'aider comme si j'avais un ami devant moi. Ok, l'humour, l'interactivité, raconter des souvenirs, raconter des histoires. Ukulélé, ok, merci Gilles. Donc, un point que je vous propose, c'est que apprenez votre style parce que ça va vraiment faire la différence. Le grand danger, c'est que vous empruntiez le style d'un autre. C'est exactement comme si, enfin, vous voyez, il y a des gens qui racontent des histoires, vous les racontez, et est-ce qu'elles marchent mieux, vous, quand vous les racontez? Si elles marchent moins bien, c'est que vous n'avez pas trouvé votre style. Ou en tout cas, c'est peut-être pas votre style, les histoires. Comment vous racontez ces histoires-là? Donc, il y a chacun de nous, on a un style, savoir utiliser son sourire, comme tu proposes Céline aussi. Je pense que chacun de nous, on a quelque chose. Et savoir utiliser ce quelque chose. Je suis très bon pour le silence. Ça ne me gêne pas. Donc, utilisez aussi le silence. Utilisez la puissance qui va se dégager d'un silence, par exemple, pour aller en profondeur dans le sujet, pour regarder différemment.
ou pour passer dans une pirouette. Donc, jouer avec ça, c'est des choses qui vont vous permettre d'apprendre votre style. Pourquoi? Parce que votre style, ensuite, va vous permettre de retravailler votre conférence avec, dans vos astuces, dans vos liens, dans vos effets dont je parlais tout à l'heure, davantage de choses qui sont marquées avec votre style. Il y a des gens, dès qu'on a une image, on sait que c'est eux, c'est leur style, un peu comme un cinéaste et on reconnaît sa manière de filmer. Eh bien, si des images que vous mettez sont très accolées à votre image, tout de suite, on le sait, on attend ça. Donc, identifiez votre style le plus possible. La troisième étape, c'est, je vous disais, je voulais un peu me taire et je voulais vous présenter les 3 personnes avec qui je travaille, particulièrement sur ce sujet en ce moment. Et pour moi, il y a une étape fondamentale, c'est la visibilité. Il y a le statut dans lequel vous êtes doit changer. Vous êtes un homme, une femme de scène, votre statut doit changer. Donc, comment vous allez faire pour vous faire connaître? Comment vous allez faire pour vous faire reconnaître? Et je voudrais que Sylvain, tu nous en dises un peu plus, Sylvain Durand, sur la présence digitale, en quoi c'est essentiel, en quoi ça te permet de devenir visible et en quoi ça va aussi t'influencer sur la manière dont tu travailles sur scène. Sylvain? Oui, merci Hervé. Alors effectivement, la présence digitale aujourd'hui est essentielle pour tout conférencier qui se respecte et on l'a vu avec cette période de confinement que le digital était quasiment indispensable pour pouvoir exister auprès de son audience, auprès de son public, auprès de sa communauté. Euh, pour moi, le digital aujourd'hui, c'est ces 3 piliers. Il y a le pilier du site internet qui est en fait presque votre racine, si on reprend les expressions de l'arbre d'Hervé, les racines de votre identité de conférencier, votre site internet, le nom de domaine qu'on va taper et qui va nous permettre de découvrir qui vous êtes à travers peut-être quelques vidéos, quelques textes, quelques articles. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est le pilier du site internet et vous devez de construire un site internet qui a un impact par rapport à votre public, celui à qui vous allez vous adresser. Le deuxième pilier du digital, ce sont les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, tout dépend du type de public que vous visez, mais on va citer LinkedIn, on va citer Facebook, on va citer Instagram, on va citer peut-être aussi Twitter, avec tous les dangers que cela peut apporter, parce que quand on est sur les réseaux sociaux, en termes de digital, la parole qu'on va porter est une parole publique. Et le danger aussi de la parole publique en tant que conférencier, ce sont des paroles qui restent. C'est-à-dire que votre public, les gens qui vont vous suivre, ont cette capacité de reprendre vos paroles, vous citer peut-être. Alors, ça a des effets très positifs parce que vous pouvez effectivement marquer, être remarquable, pour reprendre le thème d'Hervé, grâce justement à ce que vous allez publier sur les réseaux sociaux par rapport à votre interactivité sur une audience ou sur une communauté. Et ça, c'est très important de pouvoir d'abord, se centrer sur un réseau social qui vous intéresse à vous et où vous sentez qu'effectivement, il y a votre public, votre audience. Et après, vous pouvez, autour de ça, construire une stratégie sur les réseaux sociaux avec des réseaux secondaires. Alors, si votre réseau prioritaire, par exemple, le pilier, c'est LinkedIn, par exemple, eh bien, vous allez utiliser aussi Facebook, Twitter, Instagram pour réunir votre audience, votre public, votre communauté autour de LinkedIn. Mais on peut faire le même exercice si effectivement Facebook est votre réseau pilier. Donc, premier point, vous avez déjà votre site Internet. Le site Internet, c'est votre racine. Les réseaux sociaux sont extrêmement importants pour porter votre parole. Et encore une fois, je vous mets vraiment en garde parce que c'est une façon de porter une parole publique qui peut être très positive, mais aussi qui, parfois, peut se retourner contre vous. Donc, ayez cette image, ayez cette posture. Et justement, pour reprendre un petit peu le discours de Hervé, il faut effectivement se trouver un style. Et c'est ce style-là que vous allez véhiculer sur les réseaux sociaux. Il y a un troisième pilier de votre présence digitale qu'on oublie un petit peu parce qu'on a beaucoup été spammé pendant plusieurs années
et que l'email est considéré aujourd'hui un petit peu ringard par rapport à tous ces outils de communication que sont les réseaux sociaux. Mais je vous engage fortement à pouvoir avoir une présence digitale dans laquelle vous intégriez l'emailing, ce qu'on appelle l'emailing, les newsletters. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que ça va vous permettre de conserver votre audience dans, par exemple, un fichier, dans une plateforme, et de pouvoir communiquer avec eux en one-to-one, donc individuellement. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, le deuxième aspect du emailing, c'est que ça vous rend, en termes de communication, non pas dépendant de toutes les plateformes GAFA, type Facebook, Instagram ou LinkedIn, mais justement de vous affranchir en fait des règles de communication qui parfois sont un petit peu trop lissées, où effectivement on se perd un petit peu. Et ce troisième pilier qui est un petit peu méconnu pour la plupart des gens qui se lancent dans le digital, c'est extrêmement important. Il suffit d'avoir effectivement une mailing list avec peut-être 200, 300. Regardez, Hervé, aujourd'hui, il a réussi à vous réunir avec énormément d'emails qu'il avait de son réseau. Et c'est grâce justement à cette liste-là qu'il a pu tous aujourd'hui nous réunir. Donc, voilà les trois piliers fondamentaux. Et après, bien sûr, la logique, c'est de pouvoir les mettre en musique. C'est-à-dire de pouvoir, à travers votre site Internet, récolter des contacts que vous allez garder comme un trésor dans un coffre presque, un coffre numérique des contacts email, et puis les réseaux sociaux sur lesquels vous allez porter votre parole. Mais tout ce que je suis en train de vous raconter, ces trois piliers-là, n'ont de sens que si vous avez du contenu, si vous avez des choses à dire. Et comment les dire aussi sur un plan éditorial, sur un plan d'identité visuelle. Et pour ça, il faut aussi que vous ayez un spécialiste, pas seulement de la stratégie digitale, mais également du contenu. Et je voudrais passer la parole à Théo qui est avec nous et qui, lui, dans le branding, est très, très puissant dans justement quel contenu vous devez apporter à vos trois piliers que sont le site Internet, la campagne d'emailing et vos réseaux sociaux. Donc, je te donne la parole, Théo, pour nous parler un petit peu du contenu, de ce qu'on peut véhiculer à travers le digital. Super, merci Sylvain. Je vais vous poser une question. C'est quoi la différence entre une glace à la pistache et une glace à la vanille? Alors, vous pouvez marquer dans le chat, hein, on va regarder un petit peu vos réponses. Et pendant que je vais regarder vos réponses, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'ai un cabinet de coaching. Je reçois un monsieur, j'étais habillé comme ça, donc t-shirt avec bras apparents, muscles et tatouages visibles. Et comme j'ai un style un peu punk, au bout de 5 minutes, il était assis en face de moi et on jouait à je te tiens, tu me tiens, pas la barbichette. À la fin de la séance, je lui demande comment ça s'est passé, si tout va bien pour reprendre la voiture. Il me dit, vous inquiétez pas, j'ai pas besoin de voiture, moi j'ai un chauffeur. Dans ma tête, c'est encore un qui se la raconte et qui est venu en Uber. Pas du tout. J'avais en face de moi un patron du CAC 40 et je ne savais pas du tout qui c'était. Je n'avais jamais vu sa tête parce que je m'en fous, je ne suis pas trop dans le star system. Je lui ai quand même posé une question un peu qui me tournait dans la tête. Je lui ai demandé pourquoi tu es venu me voir moi plutôt que un coach comme on en voit partout à Paris. Vous savez qu'à Paris, il y a autant de coachs que de comédiens qui aimeraient devenir comédiens qu'il y a de consultants. Hein. On est dans un endroit quand même où il y a un secteur concurrentiel très fort. Eh bien, il m'a donné une réponse qui est la réponse à la question que je vous ai posée tout à l'heure. En fait, il m'a dit, je viens te voir toi parce que tu es différent. Alors, la réponse, effectivement, à la question, c'est quoi la différence entre une glace à la vanille et une glace à la pistache? C'est la suivante. Une glace à la pistache, c'est dégueulasse pour à peu près 50% de la population. Alors qu'une glace à la vanille, tout le monde aime bien ça. Et en gros, c'est le problème du conférencier. Le conférencier, c'est une personne qui va parler d'un sujet et des sujets, parce que nos clients, c'est toujours les mêmes, hein, c'est l'entreprise. Le sujet, il n'y en a pas des milliards. Leadership, motivation, engagement, confiance, il n'y en a pas des milliards. Audace, alors celui-là, je l'adore parce qu'il y a beaucoup de gens qui se positionnent là-dessus. Et si on est un conférencier glace à la vanille, eh bien, c'est un peu comme si je vais chez Monoprix, je vais avoir 25 références de glace à la vanille et tout le monde va dire « ouais, c'est pas mal ».
Et il y a la glace à la vanille qui va ressortir. En général, sur l'audace, on en a un qui ressort. Et tout le reste, eh bien, ils vont se partager le reste de la longue traîne, ce qu'on appelle la longue traîne, c'est-à-dire très peu finalement du marché. La clé, c'est de devenir une glace à la pistache. C'est de devenir clivant, justement. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas vous acheter, vous. En gros, ils ne vont pas vous apprécier votre style. Mais tant mieux, ce n'est pas avec eux que vous avez envie de travailler. Et puis, il y en a d'autres qui vont se battre pour aller chercher cette glace à la pistache parce qu'ils adorent cette glace à la pistache. Alors que sur la vanille, ouais, ils aiment bien, comme tout le monde, on aime bien la vanille, mais on aime ça mollement. Eh bien, je veux que vous deveniez ces glaces à la pistache. Je veux que vous incarniez vraiment votre propre marque. On n'est pas dans le cas d'une entreprise où on crée un produit, on est dans le cas où vous êtes votre propre produit. Et aujourd'hui, à moins d'avoir un parcours absolument incroyable, exceptionnel. Hervé, on connaît par exemple un ancien commandant du GIGN qui est parti dans un avion zigouiller tout le monde, qui a sauvé tous les otages. Oui, ça c'est un parcours incroyable. Il y en a un sur Terre qui est capable de faire des conférences sur l'engagement avec ce parcours. Mais peut-être que vous aussi, sans avoir à détourner un avion, vous avez des choses à raconter. Le problème, c'est que vous n'allez pas être visible par vos prospects. Alors, comment devenir visible ? Comment mettre en avant, en gros, votre singularité ? C'est justement toute la clé du branding. Assumez qui vous êtes. Alors, ce n'est pas non seulement avoir un humour, on a tous de l'humour. Ce n'est pas non seulement, je bouge partout, ok, c'est cool, mais c'est quoi qui fait votre singularité par rapport à une personne qui va parler de l'audace ? Votre histoire, ok, pourquoi pas ? Votre style, carrément, votre style. Une fois que vous avez trouvé cette singularité, une fois que vous avez su, en gros, identitairement qui vous êtes, ce style doit être porté dans votre voix, dans une conférence, à travers un message qui va être fort. Mais avant même d'être porté dans un message, dans une conférence, il va falloir que vous soyez vu. Alors Sylvain nous a dit, effectivement, on a des plateformes sur lesquelles on doit être vu. Eh bien, l'idée, c'est d'adapter aussi son style à la personne qui va lire ce que vous allez publier sur cette plateforme. Encore une fois, vous allez être aussi clivant sur ces plateformes. Et ça, il y a différentes techniques, notamment le copywriting, qui va expliquer justement comment être attirant dans votre communication. Si, par exemple, vous voulez créer un post sur la prise de parole en public, bien mollement, vous allez devenir, dans le style glace à la vanille, timidement, vous allez mettre comment prendre la parole en public. Et vous allez retrouver noyé au milieu de centaines d'articles qui expliquent comment prendre la parole en public. Alors que si vous commencez à segmenter votre style, alors moi j'ai un style d'humour très merdique. Donc par exemple, si j'utilise mon style, je vais dire comment utiliser ces trois techniques simples et efficaces pour prendre la parole en public, même si vous êtes un branquignol. On va repérer l'humour, on va voir l'exclusion des personnes à qui ce contexte, ce message n'est pas adressé. Et tout de suite, ça va attirer les gens qui vont se dire « Ah oui, là, ça m'intéresse ». Parce qu'il y a de l'humour, parce qu'effectivement, je fais partie du segment que la personne veut toucher ici. Donc, comment aligner son style avec le segment que l'on veut toucher ? Bien ça s'apprend, ça se découvre. C'est ce qu'on appelle le copywriting, aligné avec son branding. Et c'est ce qui permet justement aujourd'hui, dans l'infobésité qu'on peut trouver un petit peu partout sur les réseaux, etc., de devenir unique. Moi, j'ai un thème de conférence qui est, mon Dieu, mais très classique. Et pourtant, on va devenir sensible à ce que je propose simplement parce que j'assume ce style quand je suis devant les gens. Le propos, il est simple. Le propos, c'est du management. Moi. Donc, on n'a rien à réinventer dans le management depuis une centaine d'années. En revanche, la manière avec laquelle on va le dire, effectivement, c'est comme disait Hervé, ça va bousculer, ça va impacter et on va se souvenir non seulement de ce qu'on raconte, mais du gars qui l'a raconté. Et ça va continuer à faire des petits. Et ça, c'est aussi ce qu'on veut quand on communique sur les réseaux. Donc, c'est une façon très puissante de développer son style, d'assumer son style et de segmenter sa communication en fonction des personnes qu'on a en face de nous. Mais on a une autre façon de faire aussi. Le conférencier aujourd'hui qui marche, ça c'est sûr, c'est le conférencier qui a une parole qui porte à travers des écrits. On le voit, nous, on va communiquer sur les réseaux sociaux, mais les écrits dans un bouquin, c'est aussi super important. Et pareil, si vous faites un bouquin à l'eau tiède, c'est-à-dire, on va parler d'optimisme, comme tout le monde parle d'optimisme, vous serez le 10e bouquin d'optimisme à la FNAC, donc on ne vous trouvera pas. Et je pense qu'ici, pour se mettre en place sur la stratégie bouquin, on a Folco qui va nous en parler, mais encore une fois, assumez votre côté glace à la pistache. D'ailleurs, il a un prénom glace à la pistache, c'est Folco.
Super, oui, exactement, tout à fait. Merci, merci Théo, superbe introduction. Je vais vous poser aussi une question. Qui parmi vous, j'aimerais bien voir aussi dans le chat, qui déjà a écrit un livre et qui aimerait en écrire un pour avoir vos réponses. Donc, ça m'intéresserait. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de réponses, soit de personnes qui ont déjà écrit un livre, soit de personnes qui ont envie d'écrire un livre, soit de personnes qui sont en train d'écrire un livre. C'est un peu le rêve aussi de beaucoup de personnes. Ensuite, après, la problématique, c'est effectivement d'arriver au bout et d'arriver au bout de son projet, parce qu'il y a beaucoup des livres qui sont en cours d'écriture, mais qui restent souvent dans les tiroirs. Et j'aimerais justement vous donner quelques clés par rapport à ça pour aussi vous sensibiliser et vous donner un petit peu, en tout cas, ma vision de ce que peut être, ce que j'appelle un peu un style d'écriture de livre un peu de nouvelle génération qui va venir aussi servir donc, votre propos en tant que conférencier. La première des choses à savoir, c'est qu'il y a des conférenciers qui ont écrit un livre et il y a des conférenciers qui n'ont pas écrit un livre. Il faut savoir qu'en termes de communication, dans tous vos efforts de communication, même dans vos efforts commerciaux, en avant-vente, le fait que vous ayez écrit un livre et publié un livre va forcément vous crédibiliser par rapport à vos interlocuteurs. Le fait que ce livre soit écrit, qu'il soit terminé, qu'il soit disponible en librairie, et je vais vous montrer comment, en tout cas aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué de ce côté-là, va faire la différence. Donc ça, c'est le premier point déjà. Donc, le fait déjà d'avoir écrit et publié va déjà vous mettre déjà un cran au-dessus, il va vous crédibiliser. Deuxième point, c'est que aussi un livre, c'est un moyen aussi pour vous de poursuivre le dialogue aussi avec donc les personnes qui vont participer à vos conférences. Donc, c'est une invitation déjà à vous connaître et ensuite de poursuivre le dialogue avec les participants de votre conférence. Le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure de l'infobésité, il faut savoir qu'aujourd'hui, le temps moyen qu'on accorde aujourd'hui aux médias sociaux, aux réseaux sociaux est très limité. Un livre, c'est une immersion qui est complète. Donc, vous offrez finalement à votre public l'occasion de passer 1, 2, 3 heures avec vous, de stimuler son imagination. Et je pense que c'est un formidable cadeau aussi que vous devez vous faire et que vous devez faire à votre audience aussi pour accroître votre impact, faire passer votre message et renforcer aussi votre impact. Donc ça, c'est vraiment un élément très important. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de support plus immersif. Il y a peut-être le podcast aujourd'hui qui, pareil, fait appel à un seul sens, mais qui fait appel à l'imagination, qui permet de s'immerger véritablement dans une parole, dans un sujet et dans une thématique. Et si vous avez envie de devenir conférencier, c'est que vous avez un message fort. Et avec Hervé, donc vous allez travailler pour renforcer ce message. Et ce message, il mérite finalement aussi d'avoir un écrin sur lequel vous allez pouvoir travailler pour le renforcer. Donc ça, c'est le premier point qui concerne le livre. La deuxième chose que je voudrais vous dire concernant un livre, c'est que pour ceux qui aimeraient écrire mais n'ont pas démarré, etc., on sait tous écrire. Donc, on a tous écrit il y a longtemps. Donc, ce n'était pas forcément extrêmement agréable quand on était forcé de faire des rédactions à l'école. Peut-être qu'on n'a pas tous aimé ça. Mais on est tous câblés, je dirais, pour écrire. Donc, la problématique, simplement, c'est de se mettre en mouvement, d'acquérir une habitude d'écriture et puis de se décrasser. Et pour ça, il y a des exercices, il y a des techniques créatives. Mais aujourd'hui, on a tous cette capacité d'écrire et de pouvoir donc traduire finalement en écrit ce qu'on a en tête. La troisième chose que je voudrais vous dire, c'est que votre livre n'a pas à faire 300 ou 400 pages. Donc, et ça, c'est un élément qui est important aussi en termes d'impact. On le voit aujourd'hui, malheureusement, on est submergé d'informations et il y a des livres qui font 100 pages et qui sont vendus à des millions d'exemplaires dans le monde. Ce qui est important, c'est, encore une fois, l'expérience que vous allez offrir à vos lecteurs, la transformation finalement que vous allez leur faire vivre dans le prolongement de votre conférence ou de manière préliminaire par rapport à votre conférence. C'est ça qui est très important, c'est le thème, la transformation, la parole que vous allez porter. Et si ça tient sur 100 pages, c'est très bien, c'est très impactant. Ce qui est important, c'est que vous racontiez une histoire et que vous meniez votre lecteur de bout en bout. Chaque livre, c'est une histoire, c'est une invitation au voyage
Et c'est une transformation que va avoir avec le lecteur. Et c'est pour ça que c'est dans le droit prolongement, finalement, aussi d'une expérience qu'on peut vivre sur scène. L'expérience sera différente, puisqu'il y a des sens qui seront moins sollicités. Mais ceci dit, vous allez offrir aussi une expérience de transformation. Et donc ça, c'est vraiment très important aussi d'avoir ça en tête, parce que parfois, écrire un livre, le sortir, ça peut être une montagne, mais le plus important véritablement, c'est la clarté de votre propos, l'expérience que vous allez proposer et l'histoire surtout que vous allez vous raconter. Je ne sais pas si c'était Théo ou Sylvain qui disait, effectivement, c'est à propos de vous, mais c'est surtout à propos de votre lecteur, qui est le héros et auquel vous allez faire vivre une expérience. Ça, c'est vraiment très important. Je voudrais conclure sur un dernier point qui est la diffusion. Et là aussi, qui est très important parce que depuis quelques années, on a un véritable bouleversement, en tout cas, sur le marché de l'édition. Il y a encore quelques années, il y avait un gardien du temple qui était la maison d'édition. C'était la maison d'édition qui disait, ben voilà, ça passe, ça passe pas, voilà, et qui était le passage obligé pour vous permettre d'aller toucher un public. Donc, de mettre votre livre en librairie. Vous aviez d'autres solutions qui étaient ce qu'on appelle l'édition à compte d'auteur, mais il fallait aller trouver un imprimeur, peut-être s'engager sur des quantités, donc 200, 300, 400 exemplaires, et vous deviez faire la tournée, peut-être des librairies pour qu'elles acceptent de prendre votre livre. Donc, depuis maintenant une dizaine d'années, il y a de nouvelles manières finalement pour un professionnel de se doter finalement d'un livre et en même temps de toucher son public. C'est ce qu'on appelle l'auto-publication ou l'auto-édition, donc avec des services tels que Amazon, Kindle Direct Publishing ou Books on Demand, et qui sont des services véritablement révolutionnaires parce qu'ils permettent de faire deux choses. La première, c'est qu'ils vous permettent d'avoir accès donc, à des réseaux de librairies. Donc, ça veut dire que votre livre, quand vous êtes sur ces services, est directement disponible en librairie. Donc, il est commandable en librairie, déjà. Ça, c'est le premier point. Et ça vous permet d'être visible aussi dans des librairies, dont des librairies comme Amazon, par exemple, qui aujourd'hui est une des plus grosses librairies de France. Alors, encore une fois, être visible, ça ne veut pas dire être acheté, d'accord, mais ça, c'est du marketing. Donc, à partir du moment où vous y êtes et vous comprenez la règle du jeu, comment ça fonctionne, on peut rendre votre livre visible. Moi, c'est ce que je fais en accompagnement. On travaille justement à comprendre comment fonctionnent ces librairies pour rendre votre livre visible. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que votre livre, vous pouvez le diffuser dans ces librairies, mais vous pouvez aussi le commander et en disposer comme vous voulez, d'accord, en autopublication, pour distribution, en avant-vente ou en sortie de conférence ou autre. Et ceci avec un rendu qui est vraiment absolument professionnel et sans avoir aucun stock. Vous n'avez aucun stock quand vous utilisez ces services. Donc, en fait, vous pouvez véritablement vous concentrer sur l'écriture, le packaging de votre livre et ensuite, après, avoir finalement cet outil supplémentaire que vous allez pouvoir diffuser et que vous allez pouvoir utiliser dans votre communication. Et ça, moi, c'est ce que j'appelle un mode de publication nouvelle génération, qui fait qu'avec ce mode de publication, vous avez un peu le meilleur des deux mondes. Vous avez la possibilité quand même d'avoir un produit physique que vous pouvez commercialiser. Et en même temps, vous avez la possibilité aussi de toucher un nouveau public en étant disponible sur les librairies en ligne. Et finalement, le livre devient finalement un moyen supplémentaire qui est au service de la diffusion de votre parole. Et le dernier point que je voudrais vous dire, c'est que les temps justement pour vous doter finalement de ce livre sont raccourcis. Quand vous travaillez avec un éditeur, vous êtes dépendant des cycles de mise en ligne des éditeurs. Ça veut dire qu'une fois que vous avez écrit votre livre, d'abord, il faut trouver un éditeur. Donc, ça peut vous prendre 3, 4, 5, 6 mois, peut-être 10 mois. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé cet éditeur, il vous faut ensuite, après, rentrer dans le catalogue de cet éditeur. Donc, en autopublication, vous êtes complètement maître du jeu. Et quand votre livre est terminé, en quelques mois, finalement, ce livre, vous pouvez aussi le donner aux personnes qui assistent à vos conférences, le vendre aux personnes qui assistent à vos conférences, l'envoyer aux personnes ou aux entreprises chez qui vous voudriez faire des conférences. Voilà. Donc, on est sur des modes de diffusion qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus agiles et qui vous permettent d'acquérir aussi ce statut aussi donc d'auteur publié. Voilà ce que j'avais à vous dire sur
sur la publication, l'écriture et la publication de livres. Et je vais repasser la parole à Hervé. C'est ça. Merci Folco. Merci. Donc, je reviens juste. On se fait une petite pause d'1 minute. Et juste avant, je voudrais revenir. Donc, je vous ai donné 3 étapes. Nous vous avons, je vais y arriver. Nous vous avons donné 3 étapes. Première étape, c'était créer cette conférence exceptionnelle, on va dire remarquable et mémorable. Deuxièmement, il y avait trouver son style. Troisièmement, il y avait on change de statut. On est dans une visibilité. Et les 3 personnes qui viennent de vous parler vous ont aidé à se faire connaître ou reconnaître, l'autre à faire en sorte d'avoir un produit qui est remarquable et qui est singulier. 3, nous avons la possibilité de créer un objet, un livre, qui va être associé à vos idées. Et donc, ce sont des attributs nécessaires aux leaders d'opinion d'aujourd'hui. Et je vous propose donc de bien noter où vous en êtes vous-même sur chacun de ces sujets. Là, histoire de faire une pause, histoire de mémoriser justement, je vais vous demander de chacun de vous, vous prenez ce que vous avez, si vous avez pris des notes en tout cas, regardez juste ce qui est essentiel. Quelle est l'idée que vous retenez? Quelles sont les 2-3 choses qui sont essentielles? Et sûrement pas tout ce qu'on a dit évidemment, qui vous a marqué. Peut-être qu'en plus, il y a peut-être beaucoup de choses que vous savez déjà. Mais ce n'est pas parce que vous le savez que vous le mettez en application. Donc, je vous laisse 30 secondes. Merci de vos partages pour ceux qui partagent en plus. Alors, histoire d'être en pleine possession de vos moyens, je ne sais pas comment vous êtes assis, je ne sais pas comment vous êtes allongé, je ne sais pas dans quelle posture vous êtes quand vous m'écoutez là. Je ne vous vois pas tous. Je vois parfois des têtes, des fois je vois juste des écrans noirs avec un prénom, voire des initiales. Ce que je sais, c'est que vous avez un impact sur la manière dont vous allez mémoriser. Il y a ce que je suis en train de vous dire, mais effectivement, il y a aussi comment vous êtes assis, comment vous êtes assise. Donc, je vous donne juste une astuce pour quand vous parlez en public, pour faire en sorte que votre voix sonne. Donc, l'erreur, ça serait de se mettre sur mon dossier. J'ai un dossier, effectivement, mais je ne l'utilise pas. J'ai des accoudoirs, mais je ne suis pas accoudé. C'est-à-dire que je me tiens, j'ai mes pieds au sol. On appelle sur les coussinets, techniquement, c'est la partie qui est après les doigts de pied. Il y a des renforcements, ça s'appelle les coussinets. Vous appuyez sur ces parties-là. Donc, je vous propose tous de le faire, comme ça au moins on fait un exercice ensemble. Et puis, à peu près, si vous êtes assis, si vous êtes sur votre canapé, si vous êtes debout, vous avez les jambes à peu près largeur d'épaule, comme on skie aujourd'hui. On skie largeur d'épaule. Donc, vous essayez d'être à peu près en largeur d'épaule et vous essayez d'appuyer sur vos coussinets davantage pour sentir en fait ce qu'on appelle les ischions. Et pour pouvoir les sentir, vous allez devenir en bout de chaise, surtout pas en fond de chaise, en bout de chaise, devant. Alors, sauf si vous avez peur de perdre l'équilibre sur votre tabouret, mais sinon, vous vous mettez dans une assise qui est, surtout, vous n'utilisez pas le fond, pour vous obliger à tenir droit, comme un enfant qui serait à table et qui se tient sur sa table. Là, vous n'avez pas le droit de vous tenir sur vos mains, vous tenez par vous-même. Et le processus, c'est entre mes coussinets et entre mes ischions. Mes ischions, c'est les 2 pointes que j'ai sous les fesses. Je vais un peu plus derrière, je sens que ça bascule. Quand je vais un peu trop devant, je sens que j'aurais tendance à m'appuyer sur mes genoux ou m'appuyer sur la table qui est devant moi, mon bureau. Donc, vous trouvez votre espace. Donc déjà, ça permet de libérer la cage thoracique. Ça permet de libérer votre souffle. Et puis, il y a une respiration ventrale. Par ventrale, j'entends quelque chose qui vient du ventre et non pas quelque chose qui vient des côtes, sinon ça s'appelle le costal. Le costal augmente le stress, le ventral le diminue. Est-ce que vous voulez augmenter le stress des personnes qui sont avec vous? Peut-être, ça peut faire partie du spectacle, du show, je ne sais quoi. Donc oui, à ce moment-là, vous allez utiliser ça. Si vous faites des efforts physiques, c'est une respiration réflexe, vous allez repasser en costal. Mais beaucoup d'entre vous, là je vous regardais tout à l'heure pendant que d'autres parlaient, vous étiez en respiration costale, ça veut dire une respiration trop rapide. Une respiration qui ne vous permet pas d'être présente à vous, à démarrer quand il faudra. Donc il faut passer en ventral. Et dans les exercices que moi je fais avant de monter sur scène, je ne fais que de la respiration ventrale, assis, debout, allongé, peu importe. Et je vais utiliser l'expiration et l'inspiration différemment de là, comme on est en train de parler, pour travailler le souffle. Par exemple, quand je suis des fois en fond de scène, je ne peux pas, parce que j'ai déjà un micro, je ne peux pas utiliser, je ne peux pas vocaliser. Et donc je vous donne une astuce, quand je ne peux pas vocaliser, je fais comme si je chantais, mais je ne sors pas le son.
Par exemple, je ne sais pas si je chantais Dansons la Carmagnole, eh bien, je vais danser la Carmagnole sans un son, mais en utilisant cette colonne d'air. C'est-à-dire que je commence à chanter comme si je chantais, c'est-à-dire que presque c'est mes lèvres jouent la musique, toute ma gorge je sens, et je suis en inspiration, expiration ventrale, et j'essaie de bien contracter, de bien me détendre. Et je fais ce son petit à petit. Et donc, après, quand je devrais vocaliser, le son va sortir déjà naturellement. Idéalement, je vais vocaliser avant. OK ? Donc, on pourrait vous donner des tonnes de techniques de vocalise. Les gens avec qui je travaille, j'enregistre des sons ou des processus de vocalise que vous pouvez trouver aussi sur Internet, il y en a beaucoup, qui vont vous permettre de travailler votre voix. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai appris et qui m'étonne encore, j'ai jamais vu un comédien qui montait sur scène et qui ne savait pas de quel instrument il joue. Mais j'ai vu un nombre incroyable de gens monter sur scène sans savoir de quel instrument ils jouent, c'est-à-dire leur voix. Aucune idée de comment ça fonctionne. Aucune idée de l'instrument qu'ils jouent, de ce que l'instrument produit. Ça vous paraît pas dingue de monter sur scène et pas savoir ce que vous pouvez faire avec cet engin qui est votre support numéro 1? Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit exercice de vocalise, mais pour éviter que ce soit un capharnaüm, même si dans l'absolu, vous avez coupé vos sons, donc c'est sympa, mais vous allez faire comme si maintenant, vous chantiez. Prenez une chanson que vous adorez, vous connaissez les paroles, ne cherchez pas un truc compliqué. Chantez-la avec la bonhomie, le plaisir, comme si vous vous délectiez de ce chant. Ok ? On y va, 30 secondes chacun. Vous chantez sans émettre le son, en essayant d'être en ventral. Donc, à l'expiration, je chante. À l'inspiration, je me détends. À l'expiration, je me redresse doucement et je laisse ma voix sortir. Je n'ai pas le temps de vous faire travailler individuellement, mais ce serait un exercice intéressant à faire. Ok, on y va ? Ok. Et après, ce que je vais faire comme variante de ça, de la chanson que je suis en train de faire, c'est que je vais surarticuler pour travailler mes zygomatiques. Pour surarticuler, je peux utiliser les techniques de comédien avec un crayon dans la bouche. Tout ça, ce sont des techniques pour faciliter la sortie du son. Parce que même si vous avez un micro, si vous ne faites pas d'effort, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler avec votre voix de gorge, vous travaillez avec la puissance du ventre, eh bien, vous ne vous fatiguez pas. Vous pouvez parler plusieurs heures sans être fatigué. Donc, un des points essentiels va être la préparation. Je ne sais pas exactement si vous avez tous fait l'exercice, parce que j'en ai vu quelques-uns, mais je n'ai pas vu tout le monde, loin de là, parce que vous n'avez pas tous la caméra centrée sur vous. Posez-vous vraiment la question, est-ce que vous maîtrisez peut-être un mot encore un peu fort, est-ce que vous savez ce que votre voix produit? De quel instrument vous jouez? De quel instrument, si vous êtes dans une symphonie, dans un quatuor, du jazz, vous êtes rythmé, vous? Ok, ça marche comment? Avec vous, quand vous parlez. Si vous ne savez pas, quel impact vous avez sur les gens. Super, Philippe, tu es en rythme. Je te vois. Et ça, c'est une première chose, c'est habituez-vous à avoir du plaisir à vous exprimer, pas à vous écouter. Parce que si vous vous écoutez tout le temps, ça va être pénible pour les autres. Donc, c'est normal, évidemment, qu'on n'aime pas tous nos voix, on n'est pas tous habitués à entendre le son de notre voix, puisque nous n'entendons pas notre voix naturelle, nous entendons une voix, là, moi, celle que j'entends, elle résonne ici, elle résonne ici, elle résonne là. En fait, j'utilise les résonateurs et qui font que ma voix que j'entends enregistrée n'est pas ma voix que j'entends là, évidemment, puisqu'elle n'a pas ces résonateurs. Mais par contre, la voix que vous entendez de moi, c'est celle qui est enregistrée. Donc, c'est celle-là que je devrais apprendre à apprécier, puisque vous l'appréciez. Donc, travailler sur l'acceptation de soi, c'est aussi un bon exercice pour trouver sa voix. Alors, troisième point, juste avant d'aller un peu plus loin. Construction de votre, je vous refais, construction de votre conférence. Deuxièmement, vous trouvez votre style. Troisièmement, vous changez de statut, vous devenez visible, vous acceptez d'être connu et reconnu. Vous acceptez aussi potentiellement de déplaire, d'être la pistache.
Vous acceptez aussi d'avoir de la visibilité sur des réseaux sociaux sur lesquels vous allez accepter de vous exprimer, de vous faire aider par d'autres si nécessaire, de trouver des gens qui ont une plume si c'est nécessaire, et vous accouchez d'un livre. Vous accouchez d'un prolongement de vous à diffuser, parce que c'est un processus de diffusion de vos idées. Si vous avez vraiment des choses extraordinaires à dire, pourquoi on devrait absolument seulement vous voir sur scène? Est-ce que c'est le seul endroit où vous avez quelque chose à raconter? Donc, si ce n'est pas le cas, posez-vous vos questions, posez-vous des questions sur comment comment cette parole pourrait être entendue plus loin, davantage. Et là, pour moi, il manque 2 points que je n'ai pas fini sur la méthode. C'est le travail sur le commercial et le travail de la scène, proprement dite, de la préparation sur scène, qui va inclure, y compris pour que ça soit clair, des choses que j'ai mis dans mon contrat, des choses que j'ai mis dans une liste de choses que je demande à la régie du théâtre, du lieu, pour que ça soit clair, en gros, comment on fonctionne bien avec Hervé Franceschi. Parce que si vous ne savez pas comment on fonctionne bien avec vous, alors qu'est-ce que vous espérez que les autres fonctionnent bien avec vous? C'est un coup de bol. Ils vont adapter quelque chose qu'ils font avec les autres, mais peut-être pas avec vous. Donc, je reviens. Le 4e point, c'est le commercial. Le 4e point, c'est la création du tunnel de vente qui va vers vous. La création de... Enfin, comment je vais faire de la pub si je fais de la pub sur Facebook, sur LinkedIn, sur je ne sais où? De quoi parle-t-on? Pour amener qui vers qui? Et le danger, c'est de croire que vous plaisez à tout le monde. Ça, c'est l'illusion de la toute-puissance infantile. On ne va pas vous refaire de la psycho à 2 balles, mais au fond, c'est ce qui vous autorise à ouvrir un restaurant et être sûr que tout le monde va venir dans votre ville. Ouais, ça, ok, on est toujours super content. Mais dans la réalité, ce n'est pas vrai. Vous attirez des gens qui vous correspondent, idéalement. Sinon, ils vont s'ennuyer. Sinon, ils n'ont pas les mêmes préoccupations que vous. Donc, vous pouvez petit à petit, parce que vous rentrez dans une cible, et ce qui rentre dans une cible, c'est toujours une pointe. Vous allez pouvoir, parce que cette pointe rentre dans cette cible, faire davantage, parce qu'on va avancer petit à petit sur la pointe, on va avancer petit à petit sur d'autres sujets. Peut-être que vous avez un sujet phare, et puis on va pouvoir parler des autres sujets. Mais si vous essayez de parler de tous les sujets en même temps, vous n'êtes pas entendu, il y a de la confusion. Donc, c'est quoi le sujet? Moi, par exemple, je parle de la nature. Et je parle de comment l'homme, s'il se retrouvait dans la nature, ferait des choses autrement. Si on avait compris comment on fonctionnait dans la nature, eh bien, qu'est-ce qu'on aurait fait de différent dans notre gouvernance, dans notre société? Donc, je parle de ces sujets-là et je peux parler en entreprise de ces sujets-là. Et donc, ma cible, c'est des dirigeants qui vont être influencés par ce que je leur propose. Ce sont des entrepreneurs, ce sont... voilà, ça, c'est ma cible. Mais effectivement, je parle au grand public aussi. Mais si je cherche à parler d'abord au grand public, j'ai intérêt à ce moment-là, si c'est ma seule cible, c'est d'aller vers les médias de grand public, exclusivement. Parce que c'est ça que je cherche. Et à ce moment-là, il faut que je sois vu à la télé, dans les journaux. Et est-ce que c'est ça que je veux? Donc, il va falloir que vous clarifiez votre image et comment je vais le faire. Donc, ensuite, on peut utiliser évidemment des speakers bureaux qui sont des agences de conférenciers. On peut utiliser des agents qui vont vous vendre. Vous pouvez utiliser bien évidemment la pub sur les différents réseaux sociaux dont on a parlé, que vous pouvez connaître, pour valider tout ça. Mais préalablement, comme Théo vous l'a dit, c'est quelle est votre singularité? On va commencer par celle-là. Oui, je suis un ancien dirigeant d'entreprise, donc je peux parler de beaucoup de choses qui ont à voir avec l'entreprise, mais comme beaucoup de gens aussi. Par contre, beaucoup de gens ne connaissent pas ce que je connais sur les animaux, ne font pas de l'écu-coaching, ne font pas un travail avec les éléphants, ne travaillent pas avec des loups, ne travaillent pas non plus avec les arbres, ne travaillent pas avec l'environnement naturel. Ça, c'est ma spécificité. Et oui, il y en a d'autres qui font ça, mais peu qui font ça et qui sont conférenciers. Donc, au bout d'un moment, vous allez trouver un endroit où vous n'allez pas obligatoirement unique, mais au moins singulier. Et votre forme d'unicité, votre forme de singularité va pouvoir s'exprimer à la fois dans votre style et dans votre écriture et dans les différents points. Et vous allez être visible.
Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Je ne veux pas vous faire un cours commercial parce que je pense que ce n'est pas le propos, mais en tout cas, votre stratégie commerciale, il va falloir que vous la revoyiez. Deuxième chose, on est en France. Je ne ferais pas le même discours si on était aux États-Unis. Aux États-Unis, dans ma conf, je vendrais la suite. Dans ma conf, je vendrais mes formations. Dans ma conf, je vendrais mes voyages. Dans ma conf, je vendrais ma formation de conférencier. Tout ça, je le ferai dans ma conf, pas en France. En France, si je fais ça, je vais dire, en fait, je suis très honoré que vous soyez intéressé par d'autres choses, mais je ne suis pas la meilleure personne pour vous en parler. Je vais vous proposer de voir à la fin de ma conférence Sylvie, mon épouse, qui est là. Je vais demander à Sylvie de lever la main. S'il y a mon agent, de demander à Riyad de lever la main. Ben, vous allez voir Riyad et vous allez voir Sylvie. J'en parlerai pas plus que ça. Parce que vous savez comme moi qu'en France, on n'aime pas parler des chiffres sur scène. Donc, vous devriez faire attention à ça. Mais dans un autre cadre, dans d'autres pays, vous pourriez faire des choses différentes. Donc, évidemment, vous devez être adapté à la culture d'un pays. Votre humour devrait être adapté à la culture du pays et ainsi de suite, et ainsi de suite. Votre marketing devrait l'être. Et quand je dis un pays, y compris de la cible, des gens à qui vous parlez, d'accord, ça va de soi que en fonction de l'auditoire, vous devriez vous adapter. Bien dans votre commercial, bien évidemment aussi, c'est pareil des évidences. Le dernier point, je voulais revenir sur le dernier point avant de clore, c'est, il y a un point qui me paraît essentiel, c'est que les gens sachent comment vous fonctionnez. Je me suis aperçu à quel point, enfin depuis le temps que je fais du management, depuis le temps que je donne des cours sur le leadership et le management, je m'aperçois qu'il y a un nombre incalculable de gens qui n'ont toujours pas compris qu'ils devraient expliquer aux autres comment ils fonctionnent. Je sais bien que la première chose qu'on dit quand on dit bonjour à quelqu'un, c'est pas tiens, salut, voilà mon mode d'emploi. Mais c'est tellement plus simple quand vous fonctionnez avec les gens et que vous leur dites comment vous fonctionnez. Parce qu'ils ont tellement d'autres choses à faire. S'ils pouvaient à un moment donné, ça soit plus simple avec vous, je peux vous dire qu'à un moment donné, ils vous le rendront. Donc, je fais en sorte, avant d'être sur scène, d'avoir envoyé à la personne qui s'occupera de moi à la régie, d'envoyer à la personne qui s'occupe de moi comme maître de cérémonie, s'il y a un maître de cérémonie, qui va me présenter un ensemble d'éléments et je les valide avec eux pour que ça soit simple. En tout cas, j'aimerais que les gens se disent fonctionner avec Hervé, c'est simple. Voilà. Et pas qu'est-ce que c'est compliqué avec lui. Parce que simple va bien avec le mot naturel qui me correspond. Et deux, parce que je n'ai pas envie d'être un type compliqué. Au contraire, j'aime que les gens me rendent la vie simple aussi. Donc, si je peux la leur rendre comme simple, je ne vais pas rater l'occasion. Donc, j'ai défini un mode d'emploi. J'ai une convention. Ma convention, c'est une page. Pardon, ça ne se voit pas très bien quand on est en ce format-là. J'ai une page. Je n'ai pas 25 pages. Certaines personnes, je sais, envoient des contrats de 3-4 pages. Moi, j'envoie une seule page. Là-dedans, il y a mon prix. Mais il n'y a pas que mon prix. Il y a le lieu, il y a l'heure, il y a qu'est-ce que je demande. Est-ce que je demande un micro-casque? Le type d'équipement que je demande précis. Je précise la nature de l'intervention, le temps de l'intervention. Et évidemment qu'il y a des signatures. Et je dis s'il y a un acompte, s'il n'y a pas d'acompte. Je précise si les frais de transport sont inclus, pas inclus dedans. Je précise si j'ai besoin que quelqu'un vienne me chercher. Tout ça, c'est dans cette page. C'est écrit simplement. Et après, il y a des conditions générales de vente qui sont associées. Et s'ils n'en ont pas besoin, ils n'ont qu'à voir sur mon site, il y a les conditions générales de vente. Je n'envoie pas non plus un livret de 25 pages à lire avant. Ça serait trop compliqué. Une seule page. La deuxième chose que j'ai, c'est une page pour la partie théâtre, régie, scène, sur lequel il y a tout ce qu'il faut savoir sur moi. Comment je fonctionne? Qu'est-ce que j'aime bien? Est-ce que j'utilise mon matériel? Quel type de matériel j'utilise? Est-ce que j'ai un Mac? Est-ce que j'ai un PC? Est-ce que je fais du Keynote? Est-ce que j'ai machin? Est-ce qu'on va utiliser mon équipement? Est-ce qu'on va utiliser le leur? Tout ça, c'est expliqué. Comment je fonctionne? Et la dernière chose qui est associée à ça, c'est pour le maître de cérémonie, c'est ma bio. J'ai une bio longue, j'ai une bio courte. Je donne des anecdotes, je donne mes propres anecdotes. S'il faut, je l'enregistre. Si quelqu'un me demande un truc, je fais du WhatsApp, je ne sais quoi, je l'enregistre et j'envoie. Et la personne a un truc qu'elle peut réécouter juste avant.
Presque, on pourrait lui souffler dans son oreillette si c'était nécessaire. Donc, je facilite le travail des gens qui sont sur scène. Et je fais un travail sur moi préalable pour être bien. Moi, j'ai besoin d'être en énergie. Je fais des exercices physiques un quart d'heure avant. Donc, par exemple, on me dit souvent que je dois être dans la salle pour assister à ce qui est avant. Et je leur dis oui, un quart d'heure avant, je partirai. Je peux partir plus longtemps avant. Et si c'est nécessaire, je leur dis idéalement 1 heure avant. Et donc, je ne vais pas entendre le dernier personne. Non, je n'entendrai pas la dernière personne. Et si les personnes disent, je vous ai mis au premier rang à côté du patron, je dis oui, d'accord. Et à un moment donné, je dis juste, excusez-moi, j'ai juste besoin d'aller au fond. Et je vais au fond quelques instants. Et puis après, je m'éclipse et je vais faire mes exercices de respiration. Je ne veux pas être embrouillé par tout ce qui est… ça peut être intéressant de prendre des choses dans la salle, mais normalement, je les fais avant. C'est avant que j'ai changé ma conférence. Ce n'est pas maintenant que je dois changer ma conférence. Peut-être que je prendrai une idée ou deux que je vais me resservir parce que j'ai trouvé une petite anecdote qui est sympa. Mais normalement, j'ai fait ce travail avant. J'ai audité avant. J'ai discuté avant pour créer ma conférence. Ou bien, je n'ai pas adapté quoi que ce soit. Donc, je voudrais juste clore sur le fait que je vous ai dit qu'il y a 5 étapes, pas plus. La première étape, c'est la construction. La deuxième étape, c'est trouver mon style. La troisième étape, c'est changer de statut et devenir visible et diffuser, de se singulariser. Quatrième étape, c'est vendre, se vendre, apprendre à se vendre. Si vous ne savez pas, trouver des gens qui le fassent bien pour vous. Et la cinquième chose, c'est je me prépare pour que la scène soit facile, pour que j'ai du plaisir à être sur scène parce que c'est ce que j'aime faire. Et je fais en sorte que tout soit simple pour moi quand je suis sur scène. Ça, c'est les 5 grandes étapes. Et je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui m'ont demandé, juste dans la journée encore, qui m'ont appelé pour me dire « Hervé, quand est-ce que tu fais la prochaine formation ?» Alors, je vous donne quelques éléments. Je fais une formation pour devenir un conférencier mémorable et remarquable et mémorable avec les 3 personnes que vous avez pu voir ce soir, donc Sylvain, Théo et Folco, avec qui nous travaillons ensemble et avec qui nous avons créé un programme. Je n'ai pas envie de faire de la promotion maintenant. Par contre, ça m'intéresse de savoir si vous êtes intéressé. Donc, il me reste 5 places pour une session qui commence en juin. Je vous demande juste de m'écrire en privé, là, directement. Vous mettez Hervé Franceschi et vous m'écrivez. Je suis intéressé. Vous mettez votre numéro de téléphone idéalement et votre mail, juste pour que je sache si vous avez envie d'être appelé, tout simplement parce que vous avez envie d'en savoir plus. C'est possible aussi. Il n'y a pas d'engagement. Ce n'est pas parce que vous m'avez dit ça que vous avez quelque chose à payer. Il n'y a rien à payer. Je ne vous demande rien. J'ai juste besoin de savoir s'il y a des gens qui sont intéressés par cette formation. Si c'est le cas, évidemment, je serai très heureux de vous répondre. Je fais des formations d'une manière… Nous faisons des formations assez régulières. Il y a une partie des gens qui sont là aujourd'hui avec qui j'ai eu la chance ou l'honneur de les suivre. D'autres qui sont professionnels déjà depuis longtemps. Il y a certains conférenciers ici qui font plus de 100 conférences par an qui sont là et que je peux aider au cas par cas. Donc, je suis très heureux ou très gentil. C'est très gentil de leur part de me soutenir aussi dans cette soirée. Notamment beaucoup de conférenciers qui sont des sportifs de haut niveau avec qui je travaille beaucoup. Donc, merci infiniment. Je prends là 5 minutes, si vous voulez, pour répondre. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros. Le premier qui parle, on va faire ça à la volée. Je vous ai laissé sans voix. Merci beaucoup, bravo, riche, un grand merci. Conseil au top, Hervé, donc je le recommande. Merci Philippe. Un grand merci Hervé, Sylvain, Théo, Folco, tout ce cadeau, tout là, c'est vraiment intéressant. Si vous avez la parole, je vous la laisse, hein, c'est juste pendant… Je meuble par les commentaires. Hervé, je peux témoigner? Oui, oui. Ok. Moi, j'ai, avec l'aide de Bruno Marion, j'ai mis au point un document qui est, comme tu le disais, un document destiné à mes clients, qui est un document qui va les aider à mieux comprendre comment travailler avec moi. Et donc, c'est une page, j'utilise mon matériel, le type de micro, le fait que j'ai besoin d'avoir du temps aussi, enfin tout un tas de petits trucs. Et au lieu de l'envoyer au client, je l'envoie parce que c'est nécessaire, mais je l'ai également disposé sur une page de mon site internet. C'est-à-dire que quand un client a passé un contrat avec moi, je l'envoie sur cette page de mon site internet où il y a des trucs à télécharger. Donc, il y a cette fiche technique, comment travailler avec moi. Et il y a aussi une bio et des photos, parce que de plus en plus, les clients veulent une photo de toi pour créer une invitation, créer une affiche.
Et du coup, au lieu de leur envoyer, parce que c'est jamais au bon service, il y a toujours un service communication, un service marketing qui s'occupe de ça. Sur cette page de mon site internet, il y a donc voilà l'affiche, une bio et plusieurs photos que les gens peuvent utiliser au choix et qui sont libres de droit, bien évidemment. Donc voilà, c'est un petit truc que me permets de rajouter à ta proposition. Oui, bien sûr, Yves. D'autres questions ou d'autres témoignages? Moi, j'ai une question. Bonjour. Possible, Julie. C'était plus pour Théo, pour le côté glace à la pistache. Est-ce que votre site, Théo, c'est Théo Duverger, il y a écrit Viser la Lune et atteignez là, c'est ça? J'en ai un, ouais. J'en ai plusieurs de sites, mais ça, c'est un des sites, ouais, effectivement. D'accord. Bon, sur celui-là, du coup, comment on voit, enfin, du coup, parce que vous parliez de votre côté punk et ce dirigeant qui est venu vous voir, vous, et pas un autre coach, parce que moi, clairement, le côté pistache, je ne le connais pas encore bien, mais je vais clairement l'explorer pour voir c'est quoi mon côté différenciant. Mais ensuite, comment vous faites pour communiquer dessus, en fait? Sur le côté punk, moi, j'avais utilisé pendant pas mal de temps LinkedIn et les vidéos sur YouTube. Donc, on va se dire ça sera plus facile. Quand tu vas regarder les vidéos sur YouTube, tu vas avoir effectivement, encore une fois, t-shirt, les tatouages, et puis je vais avoir un langage très, très friendly, tu vois, je ne vais pas avoir un langage très corporate. Donc, ça va accrocher, si tu veux, le public. Et je vais vraiment, entre guillemets, copyrighter mes titres de vidéos pour faire en sorte que ça accroche le regard. Et une fois que la personne, elle voit ça, je vais glisser une fois ou deux, on peut se retrouver en conférence et ainsi de suite. Et là, la personne arrive sur le site, elle se dit, OK, derrière le ramage, il y a aussi un plumage qui peut être intéressant. Donc, sur le site, c'est un peu plus formel. Mais en réalité, je pourrais même m'amuser à faire toujours un site un peu plus punk aussi. Mais j'ai mis le côté punk, moi, sur tout le parti LinkedIn, sur toute la partie Facebook. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce qu'on peut voir tes tatouages? Il est là. Et puis les autres, on les verra plus tard. Ok, super. Est-ce que il y avait d'autres choses que vous voudriez communiquer? Parce qu'il y a… Hervé, il y a quelqu'un qui demandait si la formation était accessible avec le DIF. J'ai répondu déjà. D'accord. Donc, j'ai dit qu'en fait, elle est accessible par la formation professionnelle. Donc, Datadoc, mais pas, donc finançable par un OPCO, mais pas dans le cadre du DIF et du CIF, parce que ce n'est pas une approche de salarié. Toutes ces questions, en fait, la pro, c'est Sylvie. Sylvie qui est mon épouse et qui bosse avec les carnets d'éveil avec nous. D'autres choses? Est-ce que je peux te poser une question, Hervé? Oui, bien sûr. Je voudrais savoir, dans le cadre du confinement, enfin en tout cas de la chute en totale des conférences en live, en entreprise, en théâtre, comment est-ce que toi tu envisages le développement, voilà, ce que tu as testé aujourd'hui, c'est-à-dire des formations ou des conférences qu'on pourrait vendre à un public en mode numérique. Oui. J'ai déjà testé ça. Notre ami Michael Aguilar a fait un gros coup là-dessus. On en a parlé l'autre jour dans une autre réunion. Est-ce que toi, tu as une offre, un projet, une méthode à proposer? Oui, j'ai une offre que je commence à commercialiser et puis que je suis en train de mettre en œuvre sur d'autres sujets, puisqu'on veut dire que j'ai commencé par un sujet. Alors, je vais répondre en deux temps. La première chose, c'est que tu clarifies le canal que tu vas utiliser. Est-ce que tu penses que le canal principal, qui était celui de la scène, ne va plus exister? Si c'est le cas, tu as intérêt à mettre tout ce que tu avais avant dans un catalogue que tu vas créer sur du virtuel. Si tu penses, comme moi, que les deux vont coexister, pas seulement pendant ce temps-là, je pense qu'il va y avoir une offre différente dans le futur. Je pense que les gens ont acheté, entre guillemets, du non-présentiel, de l'échange, du e-conférence, du e-learning, du webinar, dans des formats donc, qui ne sont peut-être pas les mêmes, mais pour autant, je dirais comme une offre d'un comédien qui se vendrait, ou du one-man show qui se vendrait en DVD. C'est une autre offre de toi. Donc, est-ce que c'est la même chose? C'est ton spectacle, ton show,
ta conférence qui est juste revendue de la même manière, à un prix différent, plus large public. Tu vois, donc c'est la segmentation clarifiée. Pour ma part, pour l'instant, j'ai créé une offre différente. C'est-à-dire que je prends des sujets dont je ne parlais pas, qui n'est pas mon offre principale. Par exemple, un des sujets, mes 2 gros sujets que je reviens, sur lesquels je travaille beaucoup, qui ont à voir avec la nature, c'est le leadership naturel, comment on développe ça. Et deuxième chose, qu'est-ce qui me met en joie pour être plus en accord avec moi-même et plus en accord avec le monde dans lequel je suis. Ça, c'est mes 2 gros thèmes qui sont les plus achetés. Eh bien, là, je ne parle pas de la joie, je vais parler de quels sont les inhibiteurs de la joie. De l'autre côté, au lieu de parler du leadership naturel, je vais parler de qu'est-ce qui me permet de développer ça ou qu'est-ce qui m'empêche de développer ça. Et donc, c'est autour de mon sujet principal, j'ai créé des thématiques autour de ça que je vends en e-conférence, en webinar. C'est-à-dire, quand je parle des webinaires, c'est-à-dire que tu as une non présentielle, je l'ai préenregistré, pas avec un public, ça aurait pu être celui-là, par exemple, revendu, mais non, je fais quelque chose de format plus court, 20 minutes, 30 minutes, qui sont en fait une sorte de teasing pour aller ensuite potentiellement m'acheter une autre conférence que j'aurai en présentiel. En tout cas, c'est comme ça que je suis en train de le créer actuellement, mais je ne suis pas sûr que ce soit la seule manière. Et puis après, il existe aussi des choses que tu connais, voilà, je crois que tu participes aussi comme moi à Albert Academy, donc en fait d'exister dans une édition dans laquelle il y a d'autres conférenciers ou d'autres thématiques que la mienne et qui peuvent être vendus en entreprise. Donc je m'associe à d'autres conférenciers pour créer une offre entreprise dans laquelle il y a différentes thématiques qui vont pouvoir être vendues et qui seront regardées par n'importe qui. Là, j'ai une possibilité, c'est tout nouveau, d'avoir, pour une banque avec qui j'ai travaillé dans le passé, d'avoir un rendez-vous, c'est le rendez-vous du jeudi, ils appellent ça, et une fois par semaine, en ce moment, ils ont un conférencier. Et ils veulent pouvoir que tu puisses être visible, je ne sais plus combien, 3, 4 fois, 5 fois, j'en sais rien. Et donc, je suis en train de créer une offre. Avec eux, je serai présent comme ça, de cette manière-là. Mais ensuite, ils pourront la replacer. Et ils ont un droit, alors je ne sais pas encore, pour l'instant, il faut que je crée techniquement ce droit à l'image 5 fois pour qu'ils ne puissent pas recopier. Je ne sais pas encore faire ça. Donc, il va falloir que je m'entoure de gens qui sont plus compétents que moi dans la technique pour faire ce genre de choses, comme une sorte de licence à 5 fois, mais on aurait pu définir autre chose comme chiffre. Et je vais vendre ensuite cette conférence. Tu vois, bon, il y a plein de formats. Je crois que c'est une opportunité pour ma part, plus qu'un frein, même si évidemment, momentanément, j'adore la scène, j'en ai pas beaucoup. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais aussi pour ça, peut-être que je crée cet événement pour avoir le plaisir de partager avec vous tous. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Yves? Oui, absolument. Merci beaucoup. L'idéal serait de monter un webinaire pour créer des webinaires. C'est ça. Donc, il y a plein de gens qui sont très bons à ça. Ouais. Je commence à être moins mauvais. Voilà. Je peux intervenir peut-être sur une petite chose Vas-y, Sylvain. par rapport à ça. Quand on voit, par exemple, je sais que tu as déjà fait des TEDx, par exemple. TED, c'est une très bonne source d'inspiration pour savoir ce qu'on peut éventuellement faire sur de la retranscription aussi de conférences en vidéo. Et une application comme TED est une application qui est vue des millions et millions de fois et avec donc des vidéos. Et il faut parfois essayer de chercher pourquoi les gens cherchent à regarder des vidéos donc de conférenciers. Et il y a peut-être là-dedans une source aussi d'inspiration pour, entre guillemets, digitaliser un petit peu son activité de conférencier. Merci. Ce que je voulais dire sur TED, je pense que c'est encore une fois une bonne source d'inspiration. Merci à tous vos commentaires. Il y en a un paquet qui sont sympas. Dans la totalité sont sympas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole? Vous êtes encore 29. Sinon, je vais clore. Oui, ce que j'ai apprécié, Merci Damien. Un petit message pour toute l'équipe, c'est la manière dont vous nous avez emmené à 360 degrés dans la conférence. J'attendais quelque chose finalement de plus ciblé sur le format de la conférence. Or là, ce que j'adore, c'est qu'on est parti de la conférence, on est allé
trouver son style pour l'assumer, changer de statut et aller dans une approche qui permet de retourner vers son environnement avec une stratégie commerciale cohérente et qui pourrait aller jusqu'aux applications anglo-saxonnes. Donc, pense à mes voyages, pensez à mes confitures et à tout ce qui va avec. Et ça, je trouve que c'est une approche holistique de la conférence qui m'a beaucoup plu. La diversité des intervenants qui se sont donnés qui se sont partagés le micro, j'ai trouvé ça très, très riche aussi. Merci à vous. Merci Damien. Merci beaucoup. Merci. Et ça donne envie, effectivement, Hervé, de se reparler de la formation de juin, si les circonstances s'y prêtent. J'entends, Damien. Et Hervé, c'est Pierre. Je veux juste te dire vraiment que c'est un beau cadeau que tu nous fais à tous. C'est vraiment cool. Je t'en prie, avec grand plaisir, Pierre. J'étais heureux de te retrouver aussi. Je vous écoute. Enfin, en même temps, je suis en train de noter les personnes qui m'ont écrit en privé pour me dire qu'elles étaient intéressées. Et donc, je vous laisse. Vous avez le droit de poser des questions, bien évidemment, mais pas seulement à moi. Ça peut être à Théo ou à Folco ou à Sylvain qui a déjà répondu. Quel moyen on aurait, Hervé, d'avoir les coordonnées de tes acolytes, la Théo, Folco? En fait, tu m'écris, moi je vous renvoie tout ça. Parce que ma connexion était vraiment très très pourrie ce soir, donc j'ai été déconnecté plein de fois, j'ai eu plein de blancs, donc il y a eu des trous à des moments où j'étais super excité. Donc il y a certainement des sujets sur lesquels j'aimerais revenir un peu vers les uns et vers les autres. D'accord. Il y a de l'excitation, mais il y a de la frustration aussi. Ok. Alors, je n'avais pas prévu de faire du replay, mais j'ai enregistré ce soir. Donc, je l'ai enregistré directement sur mon disque dur, donc j'aurai cette source. Je ne sais pas du tout ce qu'on va en faire actuellement, mais il n'est pas invraisemblable que ce soit possible de revoir ça. D'accord ? Ce serait top. Merci Alain, tu partages avec moi que ta femme dit « Mais ouais, c'est Franceschi, oui, c'est ça. » Tu pourras lui dire que tu fais une bise à ta femme. J'ai plein de messages gentils des gens que je ne vois pas parce qu'on est particulièrement on ne bouge pas beaucoup en ce moment, enfin nous, moi en particulier. Et merci pour vos retours. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous conseille juste en quittant là de prendre le temps de encore vous dire qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce que vous allez faire pour vous, qu'est-ce qui va faire que demain, vous ferez quelque chose de différent sur vos conférences ou dans la manière d'approcher ce métier, parce que c'est un métier. À très bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.